Les amis, bonjour à tous. Sacré sans borne avec. Hein. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Bruno Solo. Ouais. Bruno Solo. C'est le papa de notre émission, ça se trouve. Inspirateur. Il nous a copié. Il nous a copié avant nous. Pourquoi on dit ça? Le Plein de Super, émission du début des années 90, qui présentait avec Yvan Le Bolloc, qui était au volant d'un Chevrolet Silverado. Il recevait à l'époque des chanteurs. Ouais. C'est l'hommage. Le papa de son borne avec, c'est un hommage. Et puis alors, deuxième point commun, il a été à l'origine d'un film qui s'appelle 1000 bornes. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même dingue. Voilà, donc beaucoup de choses à raconter. Il est en train d'admirer Lady Buzz. Admirer, je sais pas si c'est le mot. Oh bah quand même. C'est un regard de curiosité. Ça commence. C'est un regard de curiosité. Ça reste une voiture, mais c'est vrai qu'elle est pour le moins singulière. Bonjour Bruno. Ça va? Ouais, très très bien. Ça va les gars? On le dit Je vous entendais, hein, je vous entendais. On est trop content de t'avoir. Ça te fait quoi de nous avoir copiés? On en reparle dans 10 minutes. On a rendez-vous avec mes avocats là, vous êtes au courant quand même. Ah bon? Ouais, on va rouler 1 heure, on va voir mes avocats. Et c'est votre dernière, donc profitez-en les gars. Mais sur le chemin, on a rencontré 3 copains un peu musclés. Oui, mais Ils vont me parler avant nos avocats. Mes avocats les ont déjà interpellés. On va monter parce qu'évidemment ça caille et tout ça, mais Non, ça va, je suis bien moi. Pour rester une demi-heure, en fait, on va la faire là. Estivale. L'Amérique avec ton père, voyage initiatique, et t'étais en combi. Un combi Volkswagen, le vrai combi Volkswagen tel qu'on se l'imagine dans les années 70, le truc de baba quoi. On a traversé effectivement le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Honduras et le Guatemala. Ensemble, on a fait quasiment 20 000 bornes. Et il est tombé en panne en 4 mois. Il est tombé en panne un nombre de fois incalculable, mais ça reste un voyage très peu de gens font ça avec leur voilà, papa comme ça. Beaucoup de ce que je suis aujourd'hui a été construit avec ce voyage avec mon père qui était quasiment un voyage initiatique. Ouais. Ça caille, tu nous en parles à l'intérieur. Ouais d'accord, allez. J'attendais que ça si vous... Sans borne avec ma pomme, Bruno Solo. Voilà. Eh ben, super. Ouais, oui, c'est ça, c'était le même système. Les caméras étaient... Alors, bizarrement, les caméras étaient moins conséquentes parce qu'on n'avait pas le boîtier directement dans... Voilà, on n'avait que les objectifs et des câbles qui avaient été construits sous le plancher de la voiture qui allaient jusque à l'arrière. Et à l'arrière, il y avait l'ingévision, ce qu'on appelait autrefois l'ingévision, la script, le réalisateur et l'ingé son. Il y avait 4 personnes qui étaient dans une sorte de... C'était un appart. Bah, non, mais c'était hyper bien conçu. C'était hyper bien conçu. Ils étaient tous dans des sortes de sièges moulés exactement à leur taille et comme dans une cabine spatiale quasiment. Il n'y avait pas plus de place que dans une cabine spatiale, mais ils étaient 4 à l'arrière avec des écrans et tout était sous contrôle. Et parfois, on faisait même l'émission en direct parce qu'on avait une antenne relais sur le toit qui nous permettait d'avoir faire des émissions en direct de la voiture. On l'a fait une fois au Transmusical de Rennes. Vous devez vous demander ce que je fais, c'est qu'elle ne détecte pas la clé de contact qui est dans ma poche de blouson. Ah d'accord. C'est pour ça les petits intervenants, Ouais, ça va arriver. Les limites de la technologie. Ça va, tu sais, Je avant, me disais c'était- bien, il vieillit un peu Cédric. Ça va arriver, voilà. Donc voilà, oui, pas besoin effectivement, d'être un c'était... super énorme. Ah, C'est non, pas 40. ouais, ça, c'est vrai que non, on n'était pas... J'ai piqué la blague de Vincent. On était effectivement très très polluant puisque c'était un Silverado Chevrolet, ça devait dépenser... On l'entendait, 40 litres au la 100. jauge d'essence qui faisait... Pendant qu'on conduisait, on entendait qu'elle aspirait. Non, ça faisait un petit 50 litres au 100. Je descends par là? Ouais. Non, on va passer à gauche, ce sera plus simple. Ok. Bon, ceci dit, pour les images, ce sera plus joli par là. Ouais. Alors, on va le faire, faisons ça. on va faire Faisons ça et au bout, on va prendre la fameuse route des Gardes. Impossible de démarrer sans parler de ça. Le Plein de Super, l'idée vient comment? Bah écoute, quand on a eu terminé le top 50 qu'on a présenté entre 90 et 92 avec Yvan, on s'est dit que ce serait bien qu'on soit mobile. Voilà, on avait envie de se balader en France, aller dans des festivals de musique, puisqu'on présentait une émission de musique 2 ans avant, donc le Plein de Super, top 50. Et la meilleure idée, on s'était dit, c'était de le faire en bagnole. On a proposé cette idée à Canal. C'était les moyens insolents de Canal dans les années 90. C'était l'époque flamboyante. Oui, c'était l'époque où ils avaient énormément d'abonnés, beaucoup d'argent et que surtout ils étaient à l'écoute. Ils étaient à l'écoute des idées nouvelles et que tous les emballaient, tous les rendaient curieux. Et cette curiosité, eh ben voilà, on l'a représentée, nous et d'autres, au travers de cette émission dingue où on demandait à des invités de venir dans la voiture et de parler de musique. Et donc on a
On a été les premiers à filmer des groupes comme Radiohead, la toute première télé de Radiohead en France, c'était dans le Plan Super. Ouais. On a reçu des invités très prestigieux, on a eu Phil Collins dans la bagnole, on a eu tout le monde, à part Michael Jackson, je pense, Madonna et Prince, qui étaient les grandes vedettes de ces années-là. On a eu absolument tout le monde. On a même terminé dans un clip d'Aerosmith, parce qu'Aerosmith a tellement aimé le principe de cette émission qu'ils nous ont foutu dans un de leurs clips. C'est génial. Ouais, non, mais c'était c'est un chouette souvenir. Ça a duré qu'un an, hein. C'est ça qui est dingue, ça n'a duré qu'un an. T'as fait combien d'invités en un an? On a fait, on en faisait un par semaine, donc je sais pas, on a dû avoir une quarantaine quoi. Ouais, une quarantaine d'invités. On a eu Jean-Jacques Goldman, on a eu tout le monde. Non, c'était très agréable. Et puis on se baladait dans Paris, on interpellait les gens au feu rouge avec on avait une sorte de haut-parleur sur le toit de la bagnole. Qui allait carrément. Ouais, on faisait des blagues épouvantables. Ici, vous savez, la maison qui est là, la grise, là, c'est là où le vaisseau fantôme a été écrit par Richard Wagner. Richard Wagner a écrit le vaisseau fantôme, l'un de ses opéras les plus célèbres, ici dans cette maison. Mais là, l'avenue du Château, c'est une avenue très prestigieuse ici. Alors, on va parler un peu de ta vie et tout ça, mais pour que les gens qui, comprennent tout à coup... tomberaient sur l'émission comme ça. Ouais. Faut que je fasse un résumé à chaque fois de ce que j'ai dit. Non, Pour se dire tous les gens qui arrivent toutes les 2 minutes, c'est une nouvelle télé, quoi. T'as une passion pour l'histoire. Ouais. Tu nous parlais de l'Observatoire de Meudon, parce qu'on est à Meudon. Ouais. Et on va prendre la route de Versailles. Ouais. À gauche, là. À gauche. Passion pour l'histoire, elle est depuis toujours ou pas? Oh oui, depuis aussi loin que mes souvenirs remontent. En fait, pardon, c'est un droit de gauche. Et depuis aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours été passionné par l'histoire. Quand j'étais gamin, je sais pas, j'ai eu des bons profs, j'ai eu aussi des parents qui s'y intéressaient beaucoup, qui avaient le goût de transmettre. Et puis peut-être que moi, entre ma curiosité et leur goût de transmettre, et le fait de savoir raconter l'histoire, parce qu'il y a savoir transmettre, hein. Il y a des gens qui vous racontent des histoires qui sont chiants, puis il y a des gens, lorsqu'ils prennent la parole, tout d'un coup, il y a une fièvre, quelque chose. Disons, c'est chauffant les sièges là. Non. C'est surprenant. C'est la technologie. Ouais, bah écoute, je vais m'en passer de celle-là. Et voilà. Je te l'enlève. Et donc oui, j'ai toujours aimé ça, et puis ça a continué. Et puis maintenant, je présente même des émissions d'histoire sur une chaîne, on peut le dire, c'est du RTL. Bien sûr, bien sûr, mais pas de problème. France 5 qui s'appelle là, voilà, on va aller tout droit là. Et donc voilà, oui, l'histoire, j'ai toujours aimé. Donc dans cette ville, elle est chargée d'histoire. Rabelais en a été le maire, le curé. Louis XIV a failli en faire son lieu de villégiature avant de choisir finalement Versailles. Non, donc c'est une ville qui est chargée d'histoire, qui est tout proche de Paris et qui est extraordinairement dépaysante déjà parce qu'elle est entourée d'une immense forêt, la forêt domaniale de Meudon. Et pour rien au monde, je ne quitterai, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'habite ici, et pour rien au monde, je ne quitterai Meudon. Quoi. Vraiment, tu vas te présenter à la mairie. Mais forcer, quoi. Tu vas te présenter à la mairie. Ça ne ferait pas plaisir au maire, on n'est pas très potes. Je ne comprends pas ça. Et qui sait? Comment t'en es arrivé à te lancer? Donc tu nous racontais que tu avais fait un voyage, un joli voyage d'ailleurs, avec ton papa en combi. Ouais. Comment tu t'es lancé après de dire je vais en venir à la télé, je vais en venir à devenir acteur, etc. Mais parce que à l'âge de 13 ans, j'avais très vite, mes parents m'amenaient aussi beaucoup au théâtre. Ouais. Moi, je viens d'une famille assez étrange. Bon, enfin, étrange, j'ai tenté qu'on puisse dire étrange, c'est pas le mot, mais une famille singulière, originale dans sa manière d'être. Parce que mon père était ouvrier dans le bâtiment et c'était un homme, c'était un autodidacte, très érudit, très curieux, très éloquent aussi, qui s'intéressait au monde, qui s'intéressait à sa manière de fonctionner, qui s'intéressait aux humains qui la peuplent et qui nous baladaient. Donc une grande ouverture d'esprit, grande ouverture d'esprit, grande curiosité. En 1974, mon père, par exemple, décide de nous amener, ma maman, ma sœur et moi, au Portugal au moment de la Révolution, au moment où les Portugais sortent de 40 ans de dictature de Salazar. Il nous dit qu'il faut qu'on vive ça de l'intérieur. L'histoire est en marche, allons là-bas, et on a été au milieu Il se passe un truc, les gars, allez hop, on y va. C'était merveilleux parce qu'on arrivait dans un pays qui était en plein bouleversement, en pleine ébullition. C'est la révolution des œillets, c'est ça? La révolution des œillets, qui est une révolution de velours, un peu comme la révolution tchèque dans les années, fin des années 80. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très généreux, de très solaire et tout. Donc, beaucoup de ses copines, de ses copains lui disaient « Mais non, mais allez pas là-bas, vous êtes fous, révolution. » évidemment. Mais non, la révolution, ça ne veut pas dire nécessairement, elle peut se passer aussi de manière intelligente, de manière, voilà. Et tu vois, avec ta soeur, vous aviez quel âge alors? Alors moi, en 1974, j'avais 10 ans et ma soeur avait 6 ans, voilà, 5 ans et demi. Et donc on part là, et puis 2-3 ans plus tard, mon père me propose de faire un voyage, de me faire quitter l'école un petit peu avant et de me faire revenir un peu après.
et de me demander si ça m'intéresserait qu'on fasse tous les deux un long voyage à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Honduras, le Guatemala. Mais tu devais avoir une relation très proche. J'avais une avec ton relation père. très proche avec mon Ouais. papa et en même temps assez grave. Mon père était un homme aussi qui avait une certaine gravité parce que effectivement, plus il s'intéressait au monde, plus il en sentait les dysfonctionnements au travers de ce qu'il lisait, de ce qu'il voyait. Et du coup, c'était aussi quelqu'un d'assez, pas mélancolique, mais quelqu'un, oui, qui avait un rapport un peu sérieux aux choses des fois. Et ma mère était, elle, pour le coup, celle qui amenait la fantaisie, un peu de légèreté, un peu de désinvolture. C'était très... On va tout droit. Ouais. Et ce voyage si important pour Ouais. toi, hein. On l'a fait sans ma sœur et ma maman pour le coup, parce qu'au départ, on devait le faire tous les quatre, parce que ma sœur était vraiment trop petite et ma maman, se connaissant la façon qu'avait de voyager mon père, elle s'est dit non, ça va être un peu compliqué pour Cathy. Donc on l'a fait que tous les deux. Mais on aurait dû le vivre à quatre. Et comment, tu vois, concrètement, j'imagine que vous partiez en avion, et le fameux combi dont vous parlez, tu vois, vous Alors l'aviez- figure-toi qu'on est comment parti ça en se bateau passe pneumatique. Non, c'est pas vrai. Et parce que mon père voulait vraiment qu'on vive l'aventure. la Voilà, on a nage. mis 6 mois pour arriver. D'Aboville, quoi, un Non, truc. non, on est parti en avion, effectivement, de Belgique, je me souviens. C'est la première fois de ma vie que je prenais l'avion. J'avais 10 ans. Ouais, donc événement. Et quoi. déjà, Ouais, c'était ouais. ça, ça me fascinait d'être dans un avion, un charter et tout. On est arrivé à New York et de là, on est descendu en Virginie pour récupérer le combi Volkswagen qui appartenait à des amis à lui qui s'étaient installés là-bas. Et là, on a pris le combi et on a traversé, on est remonté à New York. On a été au Canada, à Toronto, on a descendu vers Chicago, on a traversé d'est en ouest tout jusqu'au Wyoming, Yellowstone, on a descendu la côte californienne, on a fait l'Arizona après avoir la Californie, on est rentré dans les terres, on a fait l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Mexique et après, je te dis, le Honduras. Quel chouette voyage, hein. Le Guatemala. C'était un voyage, C'est hors oui, norme, c'est un hein. voyage initiatique parce qu'on le vivait au jour le jour, parce qu'on ne savait pas nécessairement où on dormait, on ne savait pas nécessairement quand on mangerait aussi, quand on se laverait, n'en parlons pas. Et c'était vraiment... et voilà, et on s'arrêtait là où on pouvait, il n'avait pas beaucoup d'argent, donc mon père, il avait suffisamment pour remplir le réservoir et puis pour bouffer de temps en temps, mais de temps en temps c'était un peu à la one again quand même le voyage. Mais beaucoup de ce que je suis aujourd'hui, je vous le disais en introduction, je le dois à ce voyage. Je suis revenu, si ce n'est transformé, en tout cas avec le sentiment effectivement que j'avais une chance extraordinaire de pouvoir avoir les clés de la curiosité. Voilà, et que la curiosité est la seule qualité qu'un être humain puisse revendiquer. Parce que t'es très jeune, t'as quoi? T'as 14 ans? Oh là, j'ai 58 ans quand même. Non, 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 Ah non. ouais, d'accord. Mais c'est gentil, oui, j'aime bien. Des fois, on me dit que je les fais pas, mais je préfère ne pas les avoir. Les gens ressortent toujours les très faire et ne contents, pas les tu vois. avoir. Oui, j'étais jeune, j'avais en 77, j'avais donc 13 ans. Voilà, j'avais 13 ans quand j'ai fait ce voyage. Et puis je peux vous assurer que New York en 77, C'était pas pareil. c'était pas le New York Disneyland d'aujourd'hui. J'adore New York, hein, j'y suis allé plusieurs fois. Et en Ouais, famille. mais alors raconte, tu vois, C'était un New York extrêmement cloisonné, dont on sentait vraiment, c'était palpable, le danger. On sentait qu'en allant dans On a certains tous oublié quartiers. ça, ouais. Ah ouais, Ouais. là je peux t'assurer que quand tu allais à Harlem, avec une voiture immatriculée Virginie en plus, c'était quand même le premier état T'étais esclavagiste des bienvenu, quoi. États-Unis. T'étais, Et heureusement qu'on était français parce que franchement, je me souviens de 2-3 regards assez plein d'inimitié à notre égard et avec un black qui nous a demandé de remonter dans la voiture très, Ah ouais, très à vite ce point-là, parce quoi. qu'il prenait Ouais. ça pour de la provocation. Bon, très vite, ils ont vu hein, le look de mon père, son attitude, le fait qu'on parlait français, etc. Et puis tout d'un coup, presque la candeur dont il avait fait preuve en arrivant dans les rues de Harlem avec effectivement une voiture immatriculée en Virginie. Ils se disent, oh, tu sais, ça me rappelle le truc de Bruce Willis il y a une scène comme ça dans Bruce Willis dans Die Hard, le 3, je crois, où il est, parce que autrement ils vont faire sauter une bombe, et il lui demande de se balader dans Harlem avec un panneau « Je hais les nègres ». Ouais. Mais très bien. Tu vois, alors, toute proportion gardée, il y avait quand même un peu ce sentiment-là. Et nous, effectivement, c'était une ville dont on sentait qu'elle était dangereuse, qu'elle était sale aussi. Et en même temps, c'était le New York de Serpico, c'était le New York du film Serpico, tu sais, avec Al Pacino. C'était ce New York qu'on imagine dans les New films York des qu'on a films, vus. ouais. Un New York un peu crade, un peu sauvage, et en même temps une ville dingue, une ville monde, comme on dit. Et moi, je l'ai vécu vraiment très, très puissamment, quoi. J'avais quand même le sentiment d'être dans une ville qui était animée par des secousses telluriques qui nous dépassaient. Et tout ce voyage a été comme ça. Mais le Mexique
moi, j'étais plus fasciné par les États-Unis parce que j'avais 13 ans et c'était l'Amérique, le western et tout ce qui fait rêver. Mon père était, lui, le but de son voyage, c'était plutôt aller découvrir le Mexique. Et là, au Mexique, on a vécu des choses absolument dingues. On était dans des villages avec des gens qui nous accueillaient et qui étaient dans un état de transe du fait des champignons, des fameux champignons hallucinogènes qu'ils prennent pour atteindre des états de transe un peu particuliers. On a assisté à des choses complètement dingues, mais on était par contre accueillis partout, n'importe où. On dormait chez l'habitant et tout, ce qui était beaucoup plus difficile aux États-Unis, où la plupart du temps on dormait dans le combi Volkswagen, quoi, tu vois. En parlant de New York, moi j'avais des images, tu sais, de Coluche dans Banzai, Ouais. où il était justement, il atterrit à New York, il est obligé d'aller chercher un mec qui s'est cassé une jambe ou je sais plus quoi. Et le chauffeur de taxi le largue justement dans Harlem, même lui il a peur. Monsieur, c'est là, vous avez fini Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu sais, il y a une chanson de Nougaro qui s'appelle Dès les regards, j'ai senti le choc, New York. Un souffle barbare, un remous hard rock. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand je suis arrivé à New York la première fois. Merci, je comprends enfin les paroles. Ouais. Non mais tu vois, j'ai compris. Tu sens le choc de cette ville, tu sens que c'est une ville particulière. Alors maintenant, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup aseptisée, que voilà, ça reste une ville passionnante à observer, à vivre et tout. Mais moi, je suis heureux de l'avoir vécu, d'avoir vécu un New York différent. Voilà, mais ça n'a pas été le seul but. Le vrai but du voyage, c'était que mon père, il voulait voir Guernica à New York, au Metropolitan Museum, parce que mon grand-père avait fait la guerre d'Espagne en 1936. Guernica est la toile qui incarne évidemment cette résistance des républicains et des anarchistes et des communistes à Franco. Et encore aujourd'hui, il a une dimension Bien symbolique sûr. énorme. Et Picasso avait dit « Je ne veux pas que cette toile revienne en Espagne tant que Franco est vivant ». Et en 1977, il était encore vivant, Franco, parce qu'il est mort, je crois, en 1981. Et donc, mon père avait envie de voir Guernica là-bas. Et je me souviens, ça a été vraiment le but initial de ce voyage. Et je me souviens encore de mon père bouleversé en haut des marches d'une des salles du Met où donc Guernica était en haut, était exposé là, en haut de ces marches. Mon père me braillant ma main pendant 10 minutes et regardant en pleurs ce tableau avec une sorte d'émotion qui l'étreignait, des souvenirs qui remontaient. Et voilà, c'était ça mon père. Voilà, il avait une sorte de gravité et en même temps, il avait ce goût de l'aventure et de la faire vivre à ses enfants. Voilà, j'ai jamais passé des vacances banales, moi. C'était très rare qu'on passe des vacances. C'est quand même une chouette aventure. Ouais, c'était une chouette aventure. Tout le monde, peu de gens ont vécu ce que tu as vécu. Plus de gens qu'on ne le croit, mais peu de gens ont l'occasion de le raconter. Moi, je suis comme chez un personnage entre guillemets public. L'occasion m'est donnée de le dire. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vécu ça. Ouais, je pense. Est-ce que tu l'as fait avec tes enfants ou pas? Alors, je l'ai fait avec mes enfants des années plus tard. Parce que j'ai tourné un film qui s'appelait Restons groupés dans les années 80, milieu des années 90, avec Samuel Le Bihan, Emma Decaune, entre autres, où c'était une errance en voiture, dans un bus à travers les États-Unis. Et on a fait le même parcours à un moment des grands parcs de l'Arizona et de l'Utah, Monument de Vallée, Grand Canyon. Qui était sympa, qui donnait envie de voyager. Comédie familiale formidable. Et j'ai eu envie de le refaire avec mes enfants. Donc on l'a fait. Alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, on l'a fait dans des conditions beaucoup plus confortables. Mais quand même. On avait $6 par jour. Voilà. Mais quand même, de temps en temps, j'ai dit à ma fille, notamment qui était toute jeune, là, qui avait 2 ans, 2 ans et demi, et 3 ans. Et mon fils, donc, qu'elle avait 8, je leur ai dit, on va quand même de temps en temps un peu cavaler, un peu marcher, un peu se perdre et tout. Et ça a été le cas. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'ils étaient petits, et puis le plus souvent, comme j'ai les moyens. Je ne vais pas vous mentir, hein, de temps en temps, mon père, il avait bien envie qu'on aille dormir dans des hôtels. Mais comme tout le monde, hein, on ne pouvait pas, donc on se résignait. Mais les quelques fois où on a pu, au Mexique, je me souviens, dormir à 2 dans une piole un peu correcte, il ne s'est pas gêné, et moi j'étais ravi. Hein. Mais je pense que il n'y a rien de mal, hein. Tu demandes aux gens dans la rue, est-ce que tu préfères être modeste ou être milliardaire? Il n'y a rien de mal à dire, je préfère être milliardaire, il n'y a pas à se dédouaner. Hein. Enfin, peut-être pas milliardaire, parce que milliardaire, ça rend très con, mais avoir un peu de fric pour voir venir. Quoi. Comment tout à coup, tu te retrouves, j'allais dire,
à la télévision. Qu'est-ce qui t'amène là? Tu vois, Quand est-ce que tu te dis je vais en faire ma vie, le hasard d'une émission avec Yvan Le Bolloc et tout ça. Mais non, avant ça, tu t'étais dit tiens, c'est mon destin. Oui, mon destin. Non, j'avais pas des mots aussi pompeux à mon égard. Je m'étais juste dit tiens, j'aimerais bien faire ça, quoi. Non, à 13 ans, moi, je savais que j'avais envie. L'année où on est parti aux États-Unis, d'ailleurs. C'est déjà des choses, on allait très souvent au théâtre, on allait au cinéma, je bouquinais beaucoup, je m'intéressais, et j'ai très vite, j'ai lu la vie des autres, et j'ai vu la vie des autres, parce que c'est ça le cinéma, c'est voir la vie des gens, même des vies parfois plus pathétiques que la sienne, ou moins heureuses, mais tout d'un coup j'ai été fasciné par l'idée de vivre la vie d'autres, et la vie des autres. Il y a un très beau film d'ailleurs qui s'appelle comme ça, exactement, finalement, et je me suis dit... à l'école, bon, je faisais rire un peu ma sœur, mes parents, j'avais une sorte de bagou comme ça, les copains à l'école, et tout d'un coup, tu as l'immense prétention de te dire, et pourquoi pas faire rire une salle de gens que je ne connais pas simplement des gens qui sont a priori acquis à ma cause, ou à mon humour, ou à mon énergie, mais je me suis dit, pourquoi pas? Et en classe, il y avait le lycée dans lequel j'étais dans le centre de Paris, moi, le lycée Victor Hugo, du côté du Marais, Bastille, tout ça, Saint-Paul, de ce quartier-là, j'ai grandi là. Et dans mon école, il y avait des cours. Et j'ai pris des cours de théâtre et j'ai monté une troupe très très vite. Et le samedi et le dimanche, on allait jouer avec des copains dans d'autres lycées, dans d'autres collèges. Et j'ai pris le goût très vite et je me suis dit, c'est le métier que j'ai envie de faire. Et comme mes parents étaient des gens, vous l'avez compris, assez ouverts d'esprit, quand je leur ai dit... Ils t'ont dit, il n'y a aucun problème. Ouais. Bah, si c'est ce que tu as envie de faire, vas-y. Honnêtement. Mon père, il m'a même dit, si tu peux faire vedette, ça nous arrangerait parce que vu la retraite qu'on va avoir avec ta mère, tu pourras nous aider. Ça vient d'ailleurs de s'y mettre assez rapidement. On arrive à Versailles là quand même. Hein. Ouais. C'est merveilleux ce chemin. Là, on a passé par Chaville et tout, et là, on va arriver sur cette immense avenue qui s'appelle, je crois, l'avenue de Paris et qui arrive devant les portes du château de Versailles. Et donc voilà, j'ai très vite eu envie de faire ça, de faire du théâtre. Le cinéma ou la télévision m'interpellait pas du tout, c'était le théâtre. Je voulais faire c'était du théâtre. Le théâtre? Ouais, je voulais faire du théâtre, vraiment. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ce qui est marrant, ce que je préfère faire, c'est du théâtre. C'est une question qu'on allait te poser. On regarde, je ne sais pas si c'est le bon mot, ta filmographie ou grosso modo ce que tu as fait dans le passé. Ouais. Tu as un nombre de films, un nombre de pièces de théâtre, un nombre de séries télévisées. Ah oui, de séries télévisées, ouais. Long comme le... Ouais, comme un jour sans pain. Comme un jour sans pain. Non, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de cinéma à une époque grâce à La Vérité si je mens, qui a été un énorme succès. D'ailleurs, tu l'as vécu comment? Ce succès-là, le succès, tout le monde le vit bien. Ouais. Mais non, tout le monde ne le vit pas bien. Est-ce que tu étais prêt? Oui, d'ailleurs, tu as complètement raison. Ouais. Est-ce que tu étais préparé? Est-ce que tu l'as bien vécu? Comment tu as géré ça? Non, c'est un accident. C'est un doux accident, mais ça reste un accident de parcours, le succès ou la notoriété. C'est-à-dire que moi, je pourrais vous citer plein de comédiennes et de comédiens qui ne sont pas nécessairement connus du grand public, mais qui vivent de leur métier. Il n'y en a pas beaucoup, mais qui vivent correctement de leur métier. Après, effectivement, la notoriété, quand elle vous tombe dessus, ça change un petit peu la donne. Tout d'un coup, on vous propose des projets qu'on ne propose pas à d'autres, des projets où vous êtes tout simplement, pour parler prosaïquement, mieux payé, et puis plus régulièrement, donc vous êtes plus longtemps. Tu deviens bankable. Voilà, vous devez. Alors moi, c'est pas tout à fait le cas. Au cinéma, j'ai toujours fait des films de groupe et j'ai pas eu de succès à titre personnel. Ça fait des années que je fais plus beaucoup de cinéma. C'est-à-dire que le cinéma que j'aime, on me le propose pas. Et le cinéma qu'on me propose, c'est plus celui que j'ai envie de faire. Okay. Donc c'est la télévision et le théâtre qui m'ont beaucoup aidé, puis la production, parce que moi j'écris pour les autres. Et voilà, donc voilà. Et tu l'as bien vécu, tout le monde l'avait. En plus, ça a mis en avant tout un tas de monde au même moment. Vous étiez une bande de potes. Ça, c'est comment vous avez. Est-ce que parfois il y a des films où les gens semblent amis et finalement dans la vie, ça c'est autre chose, c'est la vie de tous les jours. Il y a aussi la vie classique. C'est la vie dans les bureaux aussi, hein, des gens qui sont obligés de se côtoyer et qui ne s'apprécient pas nécessairement. Mais bon, dans le cinéma, il ne faut pas rêver. Hein. C'est normal. Évidemment, il y a des amitiés, des inimitiés, mais dans l'ensemble, on est quand même à défendre en général un projet commun qui est un film ou une pièce. Et donc, honnêtement, la plupart du temps, ça se passe très bien parce qu'on est quand même porté par des choses qui sont plus grandes que nous. Vous savez, quand vous faites du théâtre et que vous portez un texte de Feydeau ou de Molière, vous portez un texte qui est plus grand que vous, donc vous avez un devoir d'humilité par rapport à ce que vous faites, ce qui est quand même merveilleux. Donc du coup, il y a une sorte d'harmonie qui se fait entre les humains. Après, quand on dit couper ou quand le rideau tombe,
Bon, bah, chacun Chacun rentre vit chez sa soi vie. et puis on n'est pas nécessairement obligé d'être copain. En plus, moi, l'idée qu'il faille être tout le temps systématiquement. J'aime la troupe, moi, mais une fois que la troupe. Enfin, une fois que. Une fois que c'est terminé, t'as envie de tranquille chez toi. Ouais, c'est pas pour rien que je m'appelle Solo quand même. Hein. Et c'est mon nom, hein, Solo. Enfin, c'est pas mon nom, hein, c'est un nom que j'ai choisi. Ouais. Mon vrai nom, c'est Bruno Lassalle. Et j'ai choisi le nom de Solo parce que fondamentalement, je me suis souvenu, bon, évidemment de la guerre des étoiles de Han Solo parce qu'il m'éclatait, mais c'est ça, c'est oui, marrant, ce côté rebelle, franc-tireur, je fais ce que je veux quand avec j'en ai envie, Chewbacca, tout ça, un peu et- voyou ouais. comme ça, genre on a tous envie d'être quand on a un mec. Oui, d'une liberté folle. D'une liberté folle, on a envie d'être Han Solo plutôt que Luke Skywalker quand même. En plus, vu la charge mentale de ce que Luke Skywalker, je préfère être vu son père. Mais quand t'as même. raison. Et puis il est Bruno peinard, Skywalker, ouais. Bruno Skywalker en France, Ouais, ça marchait un peu sonnait moins bien. Ça sonnait moins bien. Mais surtout, Léger. genre moi j'aimais mon père. Enfin, avec lui, c'est comme Dark Vador, son père. Ouais, Donc c'est non, horrible. non, moi Han Solo, j'aimais bien, mais aussi parce que quand j'ai réfléchi à ce nom, je me suis dit qu'il ressemblait assez à l'enfant que j'étais. C'est-à-dire que j'adorais être avec les potes à l'école, au collège, au lycée. J'adorais aller chez eux, avec les copines, les copains. Mais de manière très honteuse. Non, mais t'as envie d'être seul aussi parfois. Ah non, mais c'est que j'avais toujours envie d'être seul. J'avais jamais personne qui venait dans ma chambre. Ma chambre, c'était mon univers. J'y faisais mes trucs, j'y faisais mes mises en scène, j'y faisais mes petits films, j'y faisais mes petites installations de C'était petits ton soldats, univers de à toi. trucs. Ah, je la partageais avec ma sœur, j'ai jamais eu de chambre seule, donc on partageait la chambre ensemble, mais on avait chacun notre coin dans notre chambre, on s'entendait bien avec ma sœur, donc tout allait bien, on s'est toujours bien entendu. Quelques chamailleries inhérentes à nos âges respectifs, mais dans l'ensemble on s'entendait bien et puis on n'avait pas le choix, on vivait dans la même pièce. Donc l'idée qu'il y ait une ingérence étrangère dans ma chambre qui vienne foutre le bordel dans mes installations, dans mon petit univers, ça m'a été insupportable. Donc j'ai toujours cultivé mon petit jardin personnel, secret, tout en appréciant à l'instant T la troupe. Parce que je suis un homme de troupe, moi, malgré mon nom. Je suis un homme de troupe, j'adore ça. Mais une fois que c'est fini, j'ai pas beaucoup d'amis dans le métier, moi. Plein c'est de vrai connaissances, plein Ouais. de copains, de gens que j'ai un bonheur à retrouver. On se tape dans le dos, on picole, on se raconte des trucs. Mais par contre, je ne pars pas en vacances avec eux, je passe pas mon temps avec eux, je fais pas beaucoup de dîners. Enfin, c'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon truc. T'es fidèle en amitié, tes amis, Ah c'est ouais. tes amis d'enfance, c'est les mêmes que t'as depuis. Mes 3 copains Ouais. et copines je les connais depuis 44 ans. Quoi. Je les ai rencontrés à 13-14 ans Ouais, c'est et ah on ouais. s'est jamais génial. quittés. Ouais, c'est On s'est génial, jamais ça. quittés. Là, il y a 2 jours, j'étais encore avec eux. Incident de parcours. Ça arrive Et même au meilleur. En parlant des incidents de parcours, toi, tu as eu quand même des petits incidents aussi dans le plein de super. Ah bon, on a eu un paquet, nous. Hein, non. Ah, on a un paquet. Moi, je me souviens encore de Jean-Jacques Goldman comptant le nombre de rétros. On était Non. en train de l'interviewer. Et puis il faisait un. Et il parlait, il répondait aux questions que lui posait Yvan. Et tu Et tu te demandais ce qu'il faisait. Et puis au fur et à mesure, il parlait et puis il disait oui, alors cet album, quand je l'ai conçu avec Michael Jones 2, et on est parti donc en Angleterre, on a enregistré pendant 15 jours. Et la chanson 3, et là, je dis à Yvan, pardon, excusez-moi Jean-Jacques, mais qu'est-ce que vous faites? Ça fait, On est à 15 là. 3, et là il me dit, bah, je compte tous les rétros Vous avez latéraux que défoncé tu es en train de défoncer dans la rue. Et la bagnole était tellement insonorisée, elle était tellement énorme, Que elle tu était voyais tellement pas. large. C'était un monstre, hein, c'était plus large qu'un Hummer, hein, ou c'était large comme un Hummer à peu près, et très très long, plus long qu'un Hummer là pour le coup. Et j'étais dans une rue un peu étroite et j'avais mal calculé mon coup et je me rendais compte que du côté d'Yvan, qui a été donc retourné vers Qui lui Jean-Jacques voyait rien. comme ça, donc il ne pouvait pas voir, mais lui Goldman il voyait tous les rétros défoncés. Mais beaucoup, il a fallu évidemment faire des constats. On a fait on a bloqué les Champs-Élysées en se mettant en travers avec les caméras extérieures qui nous filmaient, avec toutes les bagnoles qui klaxonnaient, qui nous pourrissaient, etc. On pourrait plus faire cette émission comme on la faisait dans les conditions Oui, où on je la faisait pense. à l'époque. Donc voilà, et le plein de super, ça a été une très très belle aventure. Et c'est de là, du plein de super, qu'est venue l'aventure de Caméra Café. Parce que Alors, c'était à la fin de Immense l'émission. aventure, ouais. Ouais, Mais avant, rencontre avec Yvan Le Bolloc, ouais, en 90. hasard total. Ah ouais, complet. Hein, Non, c'est ça, tu- notre rencontre, notre amitié, qui elle, pour le coup, dure, parce que quand je citais mes amis d'enfance, ça commence à être un ami d'enfance aussi. Yvan, ça fait 30 ans quand même qu'on est À 30 ans, ça fait. 30 ans qu'on est Ouais. potes et qu'on s'est jamais quittés quand même. Même quand on travaille pas ensemble, ce qui est le cas depuis quelques années. À part là, le Caméra Café spécial 20 ans qu'on a tourné, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de théâtre ensemble. Et tout. Bref. Et Yvan, on est très potes. Mais notre rencontre réelle a été filmée en direct. C'est drôle. hein. Lui, Ah, c'est vrai Il y a une trace. Il est animateur de télé. Non, il n'est pas Et- animateur de télé. Radio, non Il vient d'aller voir Thierry Ardisson parce qu'il sait que Thierry cherche des nouveaux talents, des belles gueules.
ce qui est quand même le cas d'Yvan. Moins maintenant, il a pris cher dans la gueule. Maintenant, le beau gosse, c'est moi, mais à l'époque. Et non, il n'est pas là, je vais lui en foutre plein sa gueule, vous en doutez. Et non, mais il arrive, il dit à Yvan, il dit à Thierry Ardisson, voilà, j'ai une petite idée, une petite chronique à la con pour votre émission, parce que l'émission de Ardisson, il avait lancé un appel d'offres, si j'ose dire, un appel à animateurs et animatrices, et il avait dit, voilà, c'est une émission avec plein de petites chroniques à l'intérieur. C'est Télézèbre, ouais, une émission zébrée comme ça, genre diverses et variées. Et il dit, voilà, venez me proposer des idées. Et plein de gens, de filles, de garçons, de jeunes talents en devenir, étaient arrivés avec des idées. Et celle d'Yvan avait été prise. Et le principe, c'est qu'il devait poser des questions à 2 candidats autour de la culture télévisuelle. Et chaque semaine, il prenait quelqu'un dans le public pour faire l'arbitre de son petit jeu à la con, qui durait 5 minutes, hein, c'était une chronique. Et il me voit dans le public, Yvan, parce que moi à l'époque j'étais un élève comédien, je ramais et tout, et pour me faire un peu de blé, je faisais de la figuration dans une émission de télé, parce qu'à l'époque, figurez-vous qu'on était payé quand on faisait de la télé. C'était quand même une meilleure époque. Hein. Ah mais non, mais oui. Non, mais la figuration, le public, ils étaient souvent, on touchait un petit billet. Donc moi, ça me remplissait le frigo. Tu étais bien content. Ouais. Et enfin, ça ne le remplissait pas, mais en tout cas, ça le... Oui, ça le vidait pas en tout cas. Ça le vidait pas, exactement. Tout à fait. Et donc moi, j'étais bien content de ça. Et puis il me repère dans le public en train de faire l'imbécile. Et il me demande de monter sur scène avec lui, ce que j'accepte. Et là-dessus, Thierry Ardisson trouve que ça matche bien entre Yvan et moi. Il a quand même du pif, le bougre. Je vais faire juste et un petit tour là-bas, puis on revient. Il trouve qu'Yvan et moi, ça fonctionne bien. Et il est allé voir Yvan, il a dit, et si au lieu de prendre quelqu'un chaque semaine dans le public, tu gardais ce gamin-là? Et Yvan... C'est une vraie chance. Il a dit non, c'est un con. Non, mais justement, c'est exactement ça. Franchement, il aurait pu dire, attends, c'est mon émission, mon principe c'est que je prends chaque semaine quelqu'un. Ce gars-là, je le connais pas. En plus, il voit tout de suite que j'ai un peu de bagou. Ouais. Il voit que j'ai même à la limite plus d'expérience que lui des caméras. Parce que même si j'avais fait quand même quelques courts-métrages, des bêtises, et puis c'était ma volonté, moi, d'être devant. Yvan, non, c'est un hasard. Il était instit, il a été pilote d'essai chez Bultaco, chez BMW. Enfin, Bultaco, c'était une marque de motocross. Enfin, je veux dire, Yvan, il avait fait plein de trucs. Il arrive juste avec sa belle gueule, mais il n'est pas nécessairement aussi doué que moi, parce que j'ai envie de dire, il n'a pas et puis il n'a pas la même volonté que moi. C'est une belle humanité en vrai, est-ce qu'il aurait pu lui faire de l'ombre? Oui, et puis j'aurais pu être un sale con qui au bout de la 2e émission lui casse les pieds, lui parle mal et tout. Et ben ce gars, on lui demande de partager un gâteau avec quelqu'un qu'il n'a jamais vu, il dit oui. Donc voilà, moi c'est resté dans mon cœur et je me dis jamais je perdrai de vue. Il n'y a pas de trahison possible, d'ailleurs on ne s'est jamais trahi, c'est pas déjà notre état d'esprit à tous les deux. On est des gens loyaux, fidèles. On a nos défauts de qualité, mais je veux dire là-dessus, on n'a pas ce genre de défauts. Et Yvan et moi, on est restés potes, quoi. Et voilà, et on a été repérés au bout de 6 mois par Alain De Greff qui nous a engagés pour faire le top 50, plein de super, et puis après La Vérité si je mens pour ma pomme. Donc voilà, quoi. Genre Yvan et moi, on est liés à vie, quoi. Ouais. Caméra Café, du coup, comment tu y arrives à ce programme-là? Grâce à ça. Comment vous l'avez vécu? C'était des bons souvenirs? C'était pas trop la chaîne, parce que je pense que connaissant à l'époque M6, c'était un peu moins de sous que Canal. Tu devais en tourner 28 par jour. Ouais, on va reprendre la genèse du truc, c'est qu'au départ, on y pense grâce à ça. Parce qu'à la fin du Plein de Super, on est tout le temps en train de faire des imbéciles. On se balade quand même là à Versailles, derrière le théâtre Montpensier et tout, les jardins de la Reine, c'est magnifique, c'est quand même beau d'être là. C'est magnifique. Hein. Moi j'y viens assez régulièrement parce que je présente mon émission, beaucoup de plateaux de mon émission que je fais sur France 5 d'histoire, là, où je raconte les stratégies, les alliances et tout, comment l'Europe s'est créée depuis la guerre de 100 ans. Je tourne beaucoup de plateaux ici, c'est toujours très émouvant encore de venir ici, dans cette ville de Versailles, que je préfère visiter plutôt que d'y vivre, mais ça c'est autre chose. Restez avec nous, on parlera d'histoire à la fin justement de ton émission. J'ai une petite digression, pardon. Ouais. Mais effectivement, avec Yvan, à la fin de l'émission du Plein de Super, on était dans la bagnole et on faisait des petits sketchs pour conclure l'émission. Et très vite, on s'est dit, ce serait quand même marrant qu'on fasse un truc tous les deux, avec une économie de moyens, et où on fasse de la comédie. Parce que Yvan, au fur et à mesure des années, évidemment, à force de bosser avec moi, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout envie d'être présentateur et qu'il s'éclatait beaucoup moins lorsqu'il présentait ou lorsqu'il animait que lorsqu'il faisait des sketchs avec moi. Parce qu'il faut savoir que dans le duo, moi j'ai toujours été, même dans le Plein de Super ou dans le top 50 avant, je faisais toujours de la comédie. Moi je faisais jamais d'interview. Ouais, t'es le farceur. Je faisais des petites chroniques, je faisais le troublion. Et lui, il était présentateur. Mais dès lors qu'il faisait de la comédie avec moi,
il prenait un panard extraordinaire. Donc, avec la plus grande humilité, il a été prendre des cours de comédie pendant 1 an, de manière très intense. Il me faisait aussi confiance. Et il a commencé à vouloir faire que de la comédie. Et c'est comme ça que l'idée du du Caméra Café nous est venue. Mais entre le moment où on a eu l'idée et le moment où ça a été à l'antenne, il s'est passé 7 ans. Oh, s'est passé 7 ans. 7 ans avant que les gens acceptent, M6 notamment, qui nous disent d'accord, on fait ce programme. Et en fait, les producteurs n'en voulaient Canal pas. n'en voulait pas au début. Canal n'en voulait pas, Ouais. TF1 n'en a pas voulu. Puis l'idée d'un programme court et tout, ils étaient bêtes parce qu'on leur disait c'est un programme qui ne coûtera pas très cher. On est face caméra, c'est presque plus du théâtre que de la télévision, c'est du plan séquence. Et puis les gens au boulot, quand ils rentrent du boulot, ils vont adorer se voir au travail. Et ben on nous arguait exactement le contraire. Et puis finalement, un jour, M6 a dit oui. Et puis bon, voilà, ça a été le succès qu'on sait. Et c'est notre grande fierté parce que c'est nous qui l'avons inventé de A jusqu'à Z, produit, écrit, vendu dans le monde entier. On était les concepteurs. On était génial. Bah, succès en France, succès dans le monde. Ça a même été à un moment le format français, pas la série, mais le format le plus vendu dans le monde. C'est-à-dire que, C'est dingue. que les pays, quand vous vendez le catalogue, alors là évidemment vous êtes les rois du pétrole parce que le c'était- catalogue, vous vendez vos pommes dans le monde entier. Les séries américaines, voilà. Mais c'était à Et vous, nous, on vous vendait étiez, le format. vous On étiez était les producteur. Oui, producteur Ah, génial, exclusif. bravo. C'est-à-dire qu'on vendait le format, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Italie, en Espagne, aux Philippines, au Brésil, Il y avait des comédiens. adaptations des Bah oui, sketchs. c'était des adaptations. Ouais. Ah non, les sketchs étaient. Où il y avait une liberté pour écrire. Il y avait une liberté, oui, il y avait une liberté pour écrire. Il y avait un cahier des charges très précis, mais après chaque pays, effectivement, n'a pas nécessairement le même humour et ils adaptaient les sketchs en fonction de leur. C'était de la de leur- franchise, de leur si on pourrait dire. culture. Ouais, on vendait une franchise. Ouais. Ouais, bravo. Mais voilà, donc ça a été. Ça a duré combien de temps? Toi, t'es resté combien de temps dedans? Pas tellement longtemps, ça a duré 4 ans, Caméra Café. Ça a duré 4 ans, mais après, ça a été multidiffusé, ça l'est encore aujourd'hui. Puis il y a eu les films. Le rythme, c'était Il y pas a trop dur, ce que Si, t'en tournais? enfin, dur, non, parce que ça, c'est Les personnages, ils sont géniaux, les personnages. Bah ouais, ils étaient très caractérisés. Très caractérisés. On voulait Mais que ça les gens marchait. tout de suite. Bah oui, ça marchait, ouais. Ouais. Non, mais il y avait toute une volonté. Il y avait tout un. Vous incarniez vachement bien. Tu vois, c'était. C'était très pensé. Hein, On y croyait à fond, quoi. Bah oui, parce qu'il fallait que, comme c'était des sketchs très courts, il fallait que tout de suite les personnages soient suffisamment caractérisés pour qu'on les identifie, qu'on comprenne que le patron était le patron, que le commercial était le commercial, que la victime en était une, que le bouc émissaire. Et tout l'état ça. d'esprit de chacun qui L'état était d'esprit. cerné en 3 phrases. tu vois. Après, exactement. Et après, au fur et à mesure qu'on s'attachait aux personnages, on les a complexifiés. On les a rendus plus sophistiqués. On se permettait de les amener sur des terrains sur lesquels justement leurs caractéristiques premières on ne pouvait pas imaginer qu'ils puissent aller vers ces voies VOIS là. Et donc ça a été une aventure formidable et une aventure humaine formidable, mais ça a été aussi une exploration et une expérience de comédien pour chacune et chacun d'entre nous est formidable parce que nous tournions tous les jours à un rythme extraordinairement soutenu avec des tartines de textes qu'il fallait absolument connaître parce qu'il n'y avait pas de coupe possible puisque c'était du plan séquence. Donc il y avait une responsabilité de chacune et chacun qui était très forte parce que celui qui avait la dernière réplique du sketch et qui se plantait ou il mettait tout en l'air. Il mettait tout en l'air, il fallait tout refaire. Donc il y avait une solidarité, une attention, un soutien des uns vis-à-vis des autres et tout qui était formidable. Ce que je vous disais tout à l'heure, le sens de la troupe, quoi. Voilà, comme dans une équipe de c'est sportive, solidarité. Il faut, voilà, tiens, puisqu'on est dans la bagnole, dans la Formule 1, tu as les pilotes, tu as les mécaniciens, tu as le staff et tout. Et quand tu arrives au stand pour faire changer tes roues, tu as vu, tout le monde est tributaire de tout le monde. Voilà. Il n'y a pas un moment où on dit, top, écoute, excuse-moi, là j'ai oublié d'aller chercher la roue de secours. Merde, j'ai oublié de faire le plein, pardon. Le plein Où est-ce super. qu'il est ? J'avais piscine. Voilà, tu vois, il est allé pisser. Et là, pareil, tu vois, au cinéma, tu peux t'arrêter de temps en temps tout d'un coup. Mais c'est pas qu'il faille pas le faire. Mais là, on n'avait pas la possibilité. Donc, tout le monde devait être hyper concentré et vigilant et connaître sa partie. Et ça, c'était merveilleux. Moi, j'adorais ça. Ça, c'est pour vous, ça, les gars. Vous avez vu, là. C'était On les dit deux. comme un enfoiré. C'était les Ça deux te feux rouges. pendait au nez, ça. Et au bout de 4 ans, t'en as peut-être eu marre. Est-ce que ça devait être un rythme? Exactement. Ah, c'est Au ça. bout de C'est toi 4 qui as voulu ans, arrêter? Ah, c'est vous qui avez voulu arrêter? C'est Yvan et moi qui avons dit, enfin, on sentait que ça ne C'était le début de la pouvait fin. que décliner. Ouais. C'est-à-dire qu'on était au sommet du rythme, du tempo,
de l'écriture, c'est-à-dire que nos auteurs étaient de plus en plus pointus sur chaque personnage, sur les thèmes abordés, parce qu'attention, hein, il y avait des thèmes qui étaient burlesques, de temps en temps légers, mais on abordait le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel, le racisme, le handicap, les délocalisations sauvages, les abus, etc. C'était vachement dur en faisant Il y avait un vrai travail derrière. On avait quand même fait une série sociale, caricaturale, mais sociétale, un peu à la manière des comédies italiennes des années 70, avec des personnages monstrueux qui dénonçaient la monstruosité. Jean-Claude et Hervé étaient comme des personnages infâmes. Jean-Claude est raciste, phallocrate, misogyne, moi je suis corrompu, servile, obséquieux. Enfin, on était des ordures. Mais au travers de ces personnages monstrueux, un peu comme De Funès qui était une crapule, mais que tout le monde aimait. C'est le syndrome du petit chef auquel tu t'attaches. L'étroitesse d'esprit, la mesquinerie, ça nous fait rire. Et donc nos personnages étaient un peu comme ça. Donc, au bout d'un moment, on sentait qu'on allait tourner en rond, ça ne pouvait, et c'est normal, c'est le cycle de la création. Et à un moment, ça baisse, à un moment, ça devient moins drôle, à un moment, tu t'installes. Et puis tu as usé, tu as le droit d'avoir usé, exactement. Au sens le plus intellectuel du terme. Puis tu peux devenir moins bon. Et voilà, et on s'est dit, ça va décliner, et on n'en pouvait plus aussi. Moi, je faisais plus de théâtre, je faisais plus de cinéma, je faisais plus de téléfilm, je faisais plus rien, tellement ça nous prenait le temps. On produisait, on écrivait, on réalisait, et puis tu n'as plus le même plaisir, ça devient alimentaire presque. Vous deviez mettre en 4 sketchs par jour, 2 sketchs le matin, 2 sketchs l'après-midi, c'était un travail de dingue. Et la semaine d'après, on écrivait pour préparer la semaine suivante. On tournait en flux tendu quand même. On n'arrêtait quasiment jamais. Donc, au bout d'un moment, j'ai vu mon état d'épuisement. Je faisais des fractures de fatigue, moi. En plus, je suis quelqu'un qui m'investit de manière presque des fois totalement démesurée, de manière un peu imbécile. Maintenant, j'ai appris à me calmer un peu. Mais à l'époque, j'avais Yvan est beaucoup plus cool pour moi, beaucoup plus cool. Il était, moi, j'avais du mal de temps en temps, peut-être un peu à déléguer. On en rigole parce qu'on est un peu pareil. Bon, ben voilà. J'avais du mal un peu à déléguer, j'avais du mal à me rendre compte que j'avais besoin de tout vérifier sans arrêt. Donc j'étais assez épuisé. Et j'ai dit à Yvan, tu veux pas qu'on arrête? Yvan avait un peu moins envie d'arrêter que moi. Moi, j'avais très envie. Alors c'est vrai qu'égoïstement… Mais vos personnages, ils sont canons. Moi, j'en ai revu. Oui, bien sûr. T'es mort de rire. Et là, on a fait les 20 ans, vous savez, parce que comme Caméra Café a été créé en 2001, il n'y a pas longtemps, on a fait une spéciale 20 ans. Et qui est passé sur M6 là, et on a cartonné. On a fait 3 500 000, ce qui n'est pas arrivé pour les fictions sur M6 depuis des années. Et le programme a été un énorme succès. Et on a raconté comment nos personnages et tous nos camarades, parce que tout le monde était là, sans exception, toutes les comédiennes et comédiens étaient là, on a raconté comment nous avions traversé ces 20 dernières années. Parce que quand on a arrêté, c'était en 2004, et l'année suivante, les réseaux sociaux arrivaient. Donc on s'est dit, on va raconter comment nos personnages ont vécu l'arrivée des réseaux sociaux, les attentats. C'est rigolo. C'était pas plus rigolo. Non, mais je dis, les gilets jaunes, balance ton port, toute l'actualité revisitée, comme si, donc c'était des flashbacks, c'était une journée continue qui se passe de nos jours, et parsemée de flashbacks où on raconte comment on a été traversé par ces moments-là. Et moi, mon personnage, avec les gilets jaunes, là on voit quoi, le syndicaliste corrompu qui se fait rattraper par son passé d'ordure. Et donc voilà, on a été sans concession, on a parlé de tout, et effectivement, notamment tu as raison, balance ton porc, on montre au travers de l'imbécilité de ce personnage qu'effectivement il y a des choses qui étaient possibles de manière scandaleuse autrefois, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Qui ne le sont plus aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas pour autant avant. Sauf que des femmes n'en parlaient pas parce qu'elles avaient peur de se faire virer, que leurs paroles n'étaient jamais tout. Elles parlaient, hein, mais on les écoutait pas. Et puis qu'il y ait des mecs, du coup, ils faisaient des abus de pouvoir, du harcèlement. Et donc déjà dégueulasse à l'époque. C'était dégueulasse à l'époque, bien sûr. Des comportements d'énormes beaufs. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve ça plutôt bien. Non, mais moi, j'ai pas de voir avec ça. Je vais te dire pourquoi, parce que je suis un fils de militant féministe. Mon père, dans les années 70, ouvrier dans le bâtiment, était militant féministe. J'aime autant dire que ouvrier dans le bâtiment dans les années 70, militant féministe, certains de ses potes le regardaient. Certains de ses potes qui l'appelaient pas ses potes d'ailleurs. Non, mais il était seul. Certains de ses collègues le regardaient en disant mais qu'est-ce que tu fous là, attends, les bonnes femmes, tu vas pas te faire chier avec les bonnes femmes quand même. On en rigole, mais c'est vrai que c'est pas… Et donc je viens de ce milieu-là. Et vraiment, lorsque je parlais de ça, nous parlions de ça, parce qu'Yvan était très proche de moi sur ces sujets-là, lorsqu'on parlait de ça dans le Caméra Café, on le faisait sciemment, mais c'était pas marrant de faire avec des personnages vertueux. C'était dingue de le dénoncer au travers de personnages qui sont eux-mêmes
bourré de vices, de défauts, etc. Voilà, c'est ce qu'a fait Molière toute sa vie. Hein. Enfin, pardon, excusez-moi, je ne me compare pas à Molière, mais je veux dire, c'est ce que fait la comédie, est là pour montrer, pour envoyer un miroir déformant de la société au travers de la caricature. Bruno, t'es quand même modeste. Molière faisait ça aussi. Non, c'est pas de la modestie, c'est juste remettre les choses à leur place. Ouais, non, mais il rigolait aussi. Mais tous, Feydeau, bien sûr. Des rapports de force. Tous, c'est ça. Et c'est au travers de l'humour. passer beaucoup de messages. Et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a des gens qui font semblant de ne pas saisir le second degré et qui vous montrent du doigt, dès lors que vous faites… Sachant que tu me disais en off que tu as une addiction aux réseaux sociaux. C'est-à-dire tu es un énorme fan, tu passes 8 heures par jour sur Instagram. C'est le seul truc qui nous sépare. Il paraît que tu es un TikToker de folie. C'est le seul truc qui nous sépare avec Yvan, parce que Yvan, il est sur tout. Il est sur Instagram, il est sur Twitter, il est sur Facebook. Je ne pense pas qu'il soit sur TikTok. Moi, j'y suis pas. Je n'y vais pas, je n'y suis pas, je n'y suis jamais allé. Je ne suis même pas un déçu des réseaux sociaux. C'est que je n'y suis jamais allé. Jusqu'au jour où on me prouvera par A plus B que je n'ai pas le choix pour continuer à travailler, mais jusqu'à preuve du contraire, ça ne m'a pas empêché. Ça ne dessert pas. Ça ne m'a pas desservi. Et je pense, quand je vois l'état de certaines de mes copines et collègues et copains au maquillage le matin, qui est donc la première étape de notre métier, on arrive au maquillage et à la coiffure. Qui est la machine à café locale, quoi. Exactement. Quand j'arrive et que j'en vois certains sur le téléphone et dévastés parce qu'ils ont lu une critique d'un hater, comme on dit, ça fait pas que du bien. Et qui arrivent sur le plateau encore chargés de ce poids-là. Émotion négative. Je me dis, mais pourquoi ? Moi, je vis totalement en marge de ça. Au point que des fois, j'ai découvert que j'avais des gens qui me détestaient sans que je ne l'ai jamais su. Mais comme tu ne relais pas et que tu n'en parles pas, en fait, ça fait pchit, comme disait l'autre. C'est-à-dire que j'en parle pas. Alors que quand tu le vois, que tu lis et que tu réagis, mais tu te fais démonter. Mais t'alimentes la machine, en fait. T'alimentes la machine. Et Yvan, malgré toute la tendresse et l'amitié et l'amour que j'ai pour lui. Tu remets des pièces dans le jukebox à chaque fois si tu de temps en temps, là, quand on faisait Caméra Café au début, je lui disais, mais Yvan, arrête. Il me dit, non, mais on peut pas parler de ça. Ou alors, il faut qu'on en parle comme ça parce que mes trucs, il faut que ma communauté… Et je le sentais quand même. Alors après, je l'ai un peu secoué. Il a dit, ok, d'accord, pardon. Mais de temps en temps, il était tout le temps là-dessus, quoi. Ouais, ça n'apporte pas que des… Et voilà. Alors je pense qu'effectivement, quand tu sais t'en servir, on parlait de balance ton porc. Ça, les lanceurs d'alerte, balance ton porc, hashtag MeToo et tout, heureusement qu'il y a ça. Il y a des gens qui savent s'en servir. Et ça peut être… mais quand tu ne sais pas t'en servir ou que tu t'en sers pour de mauvaises raisons, ou quand tu es fragile. Ça fait plus de mal que de bien. Quand tu es fragile, quand tu débutes dans ce métier, punaise. Moi, acteur ou actrice, mais tu sais que… démolir. Mais même là, au-delà de démonter… Là, on va se faire démolir pour des raisons X ou Y. Ah bah c'est facile. Nous, c'est pas grave. Sur YouTube, nous, on aime bien. On est à l'abri. Oui, mais YouTube, effectivement, il n'y a pas de haters sur YouTube. Je sais pas, est-ce que c'est ce qu'on a je sais pas. Est-ce que si, t'en as quand même, t'en auras partout. Mais on est épargné. Mais tant mieux. Pour le moment, on a une communauté gentille. Il n'y a pas une avalanche. Oui. Mais attends, parce que là, vous ne m'aviez pas eu encore. Moi, je suis un homme qui crée la polémique. mais tu sais qu'en vrai, t'en rigoles, mais ça fait peur. Au-delà même du métier d'artiste. On n'ose pas y aller. Je suis jeune papa. Ouais, je me dis, ma fille, le harcèlement sur les réseaux sociaux, machin, ça fait peur tout ça. Voilà, on va pas s'encenser dans les sujets. Mais ça fait un peu peur. Mais je peux te dire que ça conditionne même l'écriture de certaines et certains auteurs qui ont peur maintenant d'aborder certains sujets, notamment en télévision. Caméra Café, on ne pourrait plus le faire tel qu'on le faisait à l'époque. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que Caméra chiant, certaines contraintes dans ta liberté c'est même plus que chiant, c'est scandaleux. C'est scandaleux d'accepter cette soumission au plus grand nombre, et au plus grand nombre au sens le moins qualitatif du terme. Au populisme. Et qui prend ça au premier degré. Exactement. Qui dit, moi, je me sens offensé, je veux pas que t'en parles. Caméra Café, on abordait des sujets très touchy, très délicats, de manière très frontale et très caricaturale, très outrancière. Et je pense qu'effectivement, chez certains et certaines, ça réagissait. Et il y avait des gens qui devaient envoyer des lettres aux journaux télévisés, même aux chaînes, en disant c'est honteux, comment ils parlent, de quoi ils se mêlent, on ne peut pas rire de tout, etc. Mais on ne le savait pas. Donc on continuait. Non, mais attends. Non, c'est important ce que je veux dire. Mais on est protégé par l'ignorance de ces réactions. Et en même temps, le monde du coup fonctionnait avec. On a le droit de ne pas aimer ce qu'on fait. On a même le droit d'être scandalisé. Mais comme ça ne se fait pas, c'était pas relayé, on continuait. Et du coup, il y a un équilibre qui se faisait. Parce que ceux qui regardaient, qui choisissaient de regarder, eh ben voilà.
Maintenant, effectivement, quand monsieur Tartampion, qui habite à Graviers-sur-Glaize, réagit à un sketch, c'est relayé des milliers de fois et c'est pas qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais M6 va tomber dessus. Mais on vient nous demander des comptes. Ah ouais. La chaîne te tombe dessus, tu es invité dans telle émission de chaîne d'infos continues pour dire alors nous on n'a rien contre, hein, mais comment vous justifiez le fait d'avoir parlé de trucs. Est-ce que vous êtes à votre place quand vous parlez de TikTok. Non, mais même les journalistes te demandent est-ce que vous êtes à votre place lorsque vous parlez des attentats. Et toi, tu es obligé de répondre. Non, mais tu ne me regardes pas de manière ébahie. Bien sûr que c'est les questions qui sont posées. Dès qu'il y a des scandales, des sketchs qui font scandale, les humoristes viennent et se sentent obligés de se justifier. Donc on peut le faire, mais c'est épuisant. Moi, attends, non, je vais être très clair. Non, mais attendez, non, parce que c'est pas seulement une question d'être scandalisé par ça. Moi, je crois qu'on peut toujours autant rire qu'on pouvait le faire. Là où sauf qu'on en paye les conséquences beaucoup plus. Et moi, à l'âge que j'ai, je n'ai plus envie, à chaque fois que je fais une blague, d'aller me justifier de cette blague. Et moi, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai la flemme et qu'à l'âge que j'ai, j'en ai rien à foutre de faire Caméra Café au quotidien et d'aller chez Bruce Toussaint pour m'expliquer, ou chez Hanouna, ou chez Pascal Praud, et d'aller m'expliquer. Donc, alors, vous avez fait un sketch sur les attentats, est-ce que vous voulez bien nous dire, est-ce que c'est bien votre place ? Te dire mais je t'emmerde, évidemment que c'est ma place, je fais ce que je veux déjà, tu vois, c'est mon métier, je fais de l'humour. Donc c'est ça, moi j'ai la flemme, il y en a qui ont peur. Et au milieu, t'en as qui se disent allez vous faire foutre, j'y vais. Et ils disent je vais pas aller m'expliquer, voilà. Et ils en mais il faut avoir un certain courage maintenant. On va pas faire 2 heures, je dis on va pas faire 2 heures, 2 heures qu'on est dessus. Vous voulez qu'on parle de bagnole un peu? Vous voulez qu'on parle de bagnole un peu? T'aimes bien les bagnoles? Bah dis. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé les voitures, j'ai même fait de la course automobile. Ok. Mais un peu, je faisais du rallye auto un petit peu, sur circuit et sur route. J'ai fait aussi le Tour de France Optique 2000 il y a 3 ans sur une Alfa Romeo GT 72. T'as déjà craqué un gros cachet sur une belle voiture? Oui, à une époque, au tout début, quand j'ai commencé à gagner ma vie avec ce métier, je suis tombé dans les pièges, j'ai acheté 2-3 belles bagnoles et puis j'en ai eu très vite marre. D'une, parce que je perdais des points. Deuxièmement, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu dérisoire et d'un peu bling bling, un peu débile d'avoir des grosses bagnoles et tout. Et maintenant, j'ai que des voitures utilitaires, des voitures qui m'amènent d'un point A à un point B. Je m'en fiche un peu. Et puis, je me suis rendu compte que surtout, le plaisir de la conduite, de la vraie conduite, on ne pouvait l'avoir que sur circuit ou avec un cadre professionnel. Et donc là, j'adore conduire effectivement sur circuit. J'ai conduit au Mans il y a 2 ans, etc., avec des bagnoles à faire des performances. Parce que là, effectivement, on est encadré, qu'il y a la sécurité nécessaire et que là, on peut aller vite sans se faire prendre de risques à soi et aux autres. Et à soi un petit peu, mais c'est quand même... Moi, j'ai fait 10 tonneaux avec une bagnole une fois. J'ai pas eu un pet parce qu'avec les arceaux de sécurité dans les voitures, etc. Oui, t'es protégé. T'es protégé, t'es attaché de partout, t'as un casque, t'as une combinaison unifugée, t'as des comment ça s'appelle, des ceintures à plusieurs points. Bon, franchement, 10 tonneaux, j'exagère, mais j'ai fait 3-4 tonneaux, j'ai pris un vibreur en fait. Moi j'ai suivi J'ai pris un vibreur et là j'ai fait un paquet de tonneaux, mais j'ai rien eu. C'était avec une Toyota Yaris. Il en avait fait 5, il a trouvé ça mieux, il a recommencé, il en a refait 5 à nouveau. Quand on a goûté au tonneau, disait Diogène. Ta passion pour l'histoire. Tu animes une émission. Ouais. Elle te vient comment? Et pourquoi? Je suis dans une émission de télévision pour défendre un film ou une pièce, peu importe, je sais plus, et je parle de ma passion pour l'histoire parce que une question a dû m'être posée sur le personnage. Et France 5 entend cette interview, tombe dessus et me disent voilà, on aimerait bien... C'est eux qui sont venus te chercher. Ils sont venus me chercher, ils nous ont dit voilà, on a entendu parler de votre passion pour l'histoire, ça vous intéresserait pas de présenter une émission autour de cela? On a trouvé le concept et puis j'ai dit, ils m'ont proposé plusieurs concepts et puis j'ai dit ça m'intéresse, raconter comment l'Europe s'est construite au travers de ces unions, de ces alliances, de ces trahisons, de ces stratégies, de ces guerres aussi. Ça m'intéresse et ça fait 6 ans qu'on remonte le temps depuis la guerre de 100 ans jusqu'à nos jours, on va remonter de plus en plus. Là, l'année dernière, c'était la guerre de 7 ans, la mort de Louis XV et l'arrivée au pouvoir de Louis XVI. Et là, cette année, ça va être Louis XVI et évidemment la Révolution française. Et on raconte comme ça, au travers
de manière un peu moins solennelle et un peu moins grave qu'on ne peut le faire dans certaines émissions d'histoire. Et moi, avec mon ton un peu particulier, entre désinvolture et rigueur, je raconte, voilà, je fais des plateaux et il y a des comédiens qui interprètent les personnages. On rigole sur des choses, effectivement. Ouais, bien sûr. Bah oui, en plus, il y a prescription. Vous pouvez un peu plus rire sur des conflits qui datent du XVIIe siècle ou du XVIIIe que la guerre d'Ukraine. Voilà. Même si effectivement, le devoir des humoristes, là on en revient à l'humour, c'est même à chaud de réagir sur les sujets même les plus brûlants. Il faut savoir comment on le fait, il faut avoir un tempo, un sens du timing, mais rien ne nous interdit de réagir directement là, sur la guerre en Ukraine, etc. C'est difficile, mais il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire, c'est parce que l'humour, c'est quand même aussi la politesse du désespoir. Et avoir de l'humour dans des moments graves, c'est essentiel. Mais moi, voilà, on n'en est pas là. Dans la guerre des trônes, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, la guerre des trônes ou la véritable histoire de l'Europe, voilà, je raconte l'histoire à ma manière et ça me passionne. Et c'est pour ça que je vis aussi à Meudon. C'est une ville que j'ai choisie aussi parce qu'elle est chargée de tout cela, quoi. Et on arrive justement pas loin de l'observatoire. Ouais. Et tu disais que c'était un des tout premiers. Ah, c'est un des tout premiers observatoires français et puis d'Europe même qui a été un des premiers à faire des découvertes. Je crois qu'on est en train de reculer. Non? Ah non, d'accord. Je me suis fait un vue, je me suis reculé. Moi, je commence à enfoncer encore plus la pédale de frein. On a peut-être mis un peu trop de whisky dans son café au début. Ah bah nous, on s'est Non, ça a été un observatoire qui a un des premiers à observer les premières limites du système solaire et tout. Non, et il y a encore des astrophysiciens qui travaillent régulièrement ici. Alors effectivement, son télescope est moins puissant qu'il l'a été, mais il fonctionne toujours. Et lors des journées du patrimoine, j'encourage chacun à venir le visiter. Il est absolument extraordinaire. En plus, il est à l'ancienne, avec le siège, avec l'énorme télescope dont on s'assoit, on regarde. Avec là, c'est-à-dire que quand tu regardes la Lune là, tu es vraiment sur la Lune. C'est fascinant quand même de regarder la Lune avec un télescope puissant. Tu vois les cratères, tu vois presque les pas de Neil Armstrong. Tu vois. Et encore le drapeau, tu sais. Alors j'aimerais savoir s'il y est toujours. Je me suis jamais posé la question. Qu'est-ce que j'aimerais le voir dans un télescope, ce serait rigolo. Mais attends, voir le drapeau qui a été installé en 69. Eh ben, écoutez, c'est comme ça que mes parents ils ont acheté une télé, c'était en 69 pour noir et blanc pour regarder l'arrivée d'Armstrong et Aldrin sur la Lune. Ceux qui nous regardent, ceux qui savent ce qu'est devenu le drapeau, n'hésitez pas. Ah ouais. Ça sert à ça les réseaux sociaux. Tu vois. Peut-être des gens qui vont dire mais il y a moyen d'observer dans tel observatoire dans le monde, j'en sais rien. Le directeur de la NASA qui va nous dire mais bien sûr, il va nous envoyer la photo. Oh, ce serait top ça. Il vous regarde le directeur de la NASA? Écoute, le message est passé. Putain, fallait me le dire, je serais passé chez le coiffeur. Et pardon pour la casquette et la grosse barbe, parce que je prépare un film et donc j'ai un look un peu d'homme des bois là, en ce moment. Pour un personnage. Et j'avais envie d'être un peu élégant quand même dans une voiture aussi charmante avec des hôtes aussi formidables. C'était le moindre hommage que je puisse vous rendre. Nous, on était ravis. Oui. Bah ouais, moi ça m'a rappelé des souvenirs. Plein de super et tout, voilà. Ah ouais. Et c'est vrai, le plein de super. Et puis 1000 bornes, j'ai fait un film qui s'appelait 1000 bornes. C'est ce que je disais. On rend à César ce qu'il y a à César. Ouais. Il y a des années, j'ai fait un film. C'était ton premier film? Non, pas du tout. Non, c'était pas mon premier film, mais c'était un film qui a beaucoup compté pour moi et qui était un très joli film, assez poignant. Et ça s'appelait 1000 bornes. Et pour le coup, le réalisateur qui s'appelle Alain Bégel, c'était un hommage à nos jeux d'enfance, parce que c'était un ami d'enfance en fait, le réalisateur. Et c'était un hommage à nos jeux d'enfance. Vous vous souvenez, 1000 bornes, c'est ceux à quoi on jouait dans les bagnoles à l'arrière. Quand papa et maman, ils étaient maman elle conduisait pas, quand mon père conduisait et qu'on partait en vacances, et ben avec ma soeur derrière, on jouait aux 1000 bornes. Dernière question. Ouais. Tu aurais une baguette magique. Qu'est-ce que tu aimerais encore réaliser? Un film, une pièce, tu vois? Ah non, j'ai une baguette magique. J'ai une baguette magique, je fais Caméra Café un peu plus vite que prévu parce que 7 ans ça a été un peu long. On a un peu galéré pendant les 7 ans, on a voulu le présenter avec Yvan. Et puis surtout, moi pendant qu'on l'a fait, je n'ai fait plus que ça. Et c'était tard déjà dans ma carrière d'acteur. Et du coup, ça m'a un peu coupé avec des films, des pièces que j'avais envie de faire. Et quand je suis revenu sur le marché, entre guillemets, j'ai perdu un peu de temps. Et du coup, le cinéma que j'aime, on me le propose moins. Le cinéma qu'on me propose, je l'aime moins. Parce que dans la période où j'ai fait Caméra Café, il y a plein de trucs. J'aurais pu profiter de l'élan de La Vérité si je mens et de tous ces films. Et il y avait un timing qui n'était pas très bon. Et je le sentais. Je le sentais d'ailleurs, je vais être très honnête, de manière un peu plus égoïste. Quand j'ai arrêté Caméra Café, c'est parce que je sentais que effectivement le métier s'éloignait de moi parce que j'étais exclusivement sur Caméra Café. Et Yvan, qui était moins identifié comme acteur que moi et qui avait fait moins de films en amont que moi, lui, il avait envie de continuer un peu plus. Donc voilà, et moi, je me suis dit, putain, si on l'avait fait un peu plus tôt,
Eh ben voilà, c'est tout. C'est juste des petits regrets parce qu'il faut toujours avoir l'honnêteté de dire qu'on puisse avoir des regrets et même parfois des remords. Genre ni regrets ni remords, c'est pas vrai. On peut avoir des regrets, des remords, c'est dans la nature humaine et je trouve ça bien d'en avoir Qu'est-ce aussi. qui a été le déclencheur? Tu vois que tout à coup, après 7 ans de non, on veut pas faire caméra café, t'as un mec qui dit ok, banco, je signe. Bah, paradoxalement, ça a été parce que justement, moi je venais de faire La Vérité si je mens 2, donc je bénéficiais un petit peu d'une notoriété assez forte à ce moment-là, parce que c'était un énorme triomphe, que l'idée de nous revoir, Yvan et moi, qui n'avions plus fait de télé depuis quelques années, qu'il y avait une série qui s'appelait Canadienne, mais incarnée par Jean Dujardin et Alexandra Lamy, qui s'appelait Un gars, une fille, et qui cartonnait, même si c'était un format canadien. Et ils se sont dit, tiens, finalement, les formats courts, ça marche, les deux. Le duo, ça marche bien. Et puis Bruno, en ce moment, on en parle beaucoup. Allez, mais ils auraient pu y penser avant. Ils auraient pu le faire avant. Et ça a été un peu une perte de temps pour nous. Parce que pendant les années où on ne le faisait pas, alors moi, je travaillais régulièrement. Pour Yvan, c'était un peu plus compliqué. On aurait aimé le faire un peu avant. Non, mais c'est des métiers. Et puis parce que moi, tu vois, on est 5 ans sur une carrière, c'est déjà beaucoup de 7 ans sur une carrière, c'est une perte de temps. On était déjà entre guillemets vieux avec Yvan quand on a fait Caméra Café. On n'était plus des jeunes, t'as plus 25 ans. Bah ouais, on n'était plus des jeunes comédiens de 22, 23 ans qui avaient envie de bouffer le monde. On avait envie de le bouffer, mais on avait déjà une trentaine bien tassée, quoi. Et maintenant, on a la petite soixantaine. Bien passé. Non, presque passé. Allez. Bruno. Moi, c'était un plaisir, les gars. Merci beaucoup. Merci. Ouais, je suis un peu bavard, pardon. Mais en même temps, ça n'avait rien dit, on aurait été un peu embêtés. Hein. Ouais, bien sûr, mais là, j'espère que vous aurez la place de... T'en fais pas, tout va bien. On était ravis de t'avoir. Ouais, merci de votre fidélité. Ouais, merci de nous suivre. On est ravis. Ils sont tous derrière. Et il faut qu'on fasse notre tape, on s'abonne, la petite cloche, la bise à mamie. Ouais, c'est le petit. Ça a l'air, c'est un petit rituel. On filme tes émissions avec la bise à mamie. Et tout le monde nous le demande. On se fait engueuler quand on le dit pas. On se fait engueuler. Et si nous, on faisait un rituel avec Yvan, à la fin du Plein de Super, on avait inventé un au revoir qui n'appartenait qu'à nous. Et cet au revoir, c'était. Et comme on dit chez nous, und das kleine Für.